Bonjour tout le monde, ça nous fait grand plaisir de vous accueillir ce matin. On a un groupe un petit peu plus petit qu'hier, puis on a des gens qui sont de retour, donc re-bienvenue parmi nous ce matin. Ça nous fait vraiment grand plaisir. On va rester en grand groupe ce matin pour la discussion, donc je pense que ça va être fort intéressant. Puis on a hâte à vous entendre. Pour les gens qui sont venus hier, vous allez excuser que je vais dire un petit peu les mêmes paroles de bienvenue pour la discussion. Puis merci d'être là. Je m'appelle Julie Caffley, je suis vice-présidente des communications et relations externes pour la nouvelle organisation d'infrastructure et de recherche numérique, aussi appelée la Noire-N. Puis, soyez certains que nous allons changer le nom dans les prochains délais parce qu'on a très hâte pour ça. Je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à la série d'assemblées virtuelles de la Noire-N. Puis, j'amène des regrets de mon collègue Guylaine Larocque qui a dû s'absenter à dernière minute. Nous sommes très heureux d'avoir notre PDG avec nous ce matin, Nizar Ladak, qui est avec nous et qui va écouter avec intérêt. Nous sommes ravis de partager avec vous nos conclusions préliminaires de l'évaluation canadienne des besoins en IRN et d'en discuter. Puis nous vous remercions beaucoup de l'intérêt énorme suscité par ces séances et de votre participation à celle-ci. L'engagement fait de l'importance que vous accordez à notre collaboration. Donc, nous sommes très reconnaissants. Notre équipe a hâte de vous écouter et de recueillir vos commentaires sur les moyens par lesquels nous pouvons mieux orienter un écosystème d'IRN pan-canadien qui répond davantage aux besoins des milieux de recherche du Canada, puis où les chercheurs et les chercheuses sont vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Nous commençons aujourd'hui par une reconnaissance territoriale qui sera suivie d'un aperçu de notre programme. Donc, alors que nous nous rencontrons virtuellement ce matin dans plusieurs coins du pays, je voudrais reconnaître que nous sommes tous situés sur des territoires traditionnels non cédés de différentes nations. Il est important de comprendre la longue histoire qui a amené chacun d'entre nous à résider sur ces terres et de chercher à comprendre notre place dans cette histoire. Moi-même, je suis basée ce matin à Chelsea, Québec, qui est tout près d'Ottawa, qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquienne Anishinabeg. D'autres à Montréal, et je reconnais qu'ils sont situés sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka. Puis, alors que nous passons au compte-rendu de notre réunion, je voudrais exprimer notre respect à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leurs précieuses contributions passées, présentes et futures à cette terre. Donc, tout d'abord, nous reprendrons les raisons pour lesquelles les assemblées publiques constituent un élément si important de la phase de validation de notre processus d'évaluation des besoins. Les conclusions préliminaires dont mon collègue Philippe, donc mon collègue Philippe parlera sous peu, représente l'aboutissement du processus de consultation de 6 mois entrepris par notre équipe et les groupes de travail auprès des chercheurs et des chercheuses à l'ensemble du Canada. Puis nous sommes très reconnaissants pour cet engagement qui est pas mal extraordinaire pendant les derniers 6 mois. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ce processus, soit en soumettant un livre blanc ou en répondant à notre sondage. La réponse était vraiment impressionnante. Aujourd'hui, nous aspirons non seulement à valider quelques-unes de nos conclusions, mais aussi à travailler avec vous pour déterminer d'autres conclusions qui exigent des commentaires supplémentaires. Après avoir examiné les conclusions préliminaires qui vous seront présentées sous forme de résumé de l'information publiée la semaine dernière, nous nous rendons dans les salles, mais on va rester dans la salle d'atelier principale afin d'en discuter. On a 2 modérateurs avec nous ce matin, puis 2 preneurs de notes. Donc, on va assurer qu'on a une bonne discussion. Pour ça, il va y avoir un document Google Docs qui serait partagé avec vous. Et puis, vous avez la possibilité de discuter à haute voix dans la salle ici, au moyen de la fonction de clavardage dans la salle, donc d'écrire vos commentaires puis votre feedback à nous, ou d'écrire même directement dans le Google Doc qui serait partagé, puis d'ajouter vos commentaires, puis vos observations, puis vos suggestions. À la suite des discussions, j'ai été pour dire qu'on va se réunir, mais on va rester en grand groupe ce matin. Donc
C'est ça. Puis après les événements, un enregistrement de chaque assemblée et les conclusions seront accessibles sur notre site Web aux fins d'examen. Nous sommes impatients d'entamer la discussion enregistrante qui s'annonce. Cela dit, je cède la parole à Philippe qui examinerait les conclusions préliminaires liées au thème retenu pour notre assemblée. Donc, Philippe. Oui, merci Julie. Bienvenue tout le monde. Juste avant que je commence, je veux juste faire un petit sondage pour savoir qui de vous était ici hier. Donc, ou si vous avez la possibilité de lire la documentation qu'on a partagée avec vous, juste pour me donner une petite idée. OK. OK, avec 80%, on voit que oui, beaucoup de vous avez déjà lu la documentation. Désolé. Et donc, je vais pas aller en beaucoup de détails avec les prochaines diapos, mais juste pour vous donner une petite idée de où on est. Aujourd'hui, on est dans la phase de la validation de notre consultation. On veut valider notre résultat préliminaire qu'on a reçu de livret blanc, de la documentation actuelle et de sondage. Ça, c'est les trois mécanismes qu'on a eu pour faire notre consultation avec la communauté de recherche. Et aujourd'hui, on va parler de les résultats par rapport à la gouvernance politique. OK. Juste autour de livres blancs, on a reçu 105 livres blancs de plus de 350 auteurs. Beaucoup de vous étaient un auteur, donc merci de rester avec nous. On a aussi reçu 19 documents existants de plans stratégiques d'organisation qui étaient ici avant que la norme était formée. Donc ça nous permet de nous aligner quand on commence à planifier notre propre plan stratégique. Par rapport aux sondages pan-canadiens, on a reçu une énorme réponse avec presque 1400 répondants de partout du Canada. Donc, la communauté est vraiment engagée avec la norme et on va essayer de délivrer les résultats pour vous. Juste rapidement, on a reçu beaucoup dans les sondages pan-canadiens, on a vu beaucoup de réponses de Québec, de Ontario, mais si on regarde les disciplines, c'est la graphique à votre droit, on voit que les différentes disciplines sont quand même bien représentées, mais les sciences humaines et la médecine sont très, très fortes. Un peu faibles avec les sciences naturelles comme la science biologique et la chimie, mais on a une belle réponse quand même. Dans les sondages, on a demandé à notre communauté une question qui nous pensons c'est très important. Quelles devraient être les priorités de la norme pour répondre à la besoin de chercheurs? La réponse est un peu compliquée parce que c'est un peu de tout. Si on regarde les disciplines, les besoins par discipline, on voit qu'il y a quelques éléments qui sont communs autour de toutes les disciplines, comme l'informatique des réseaux internes haute vitesse et ou même la formation pour les PHQ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vraiment peut prioriser, mais en même temps, on voit informatique quantique, c'est spécifique à la chimie, et aussi, on voit, par exemple, le stockage sécurisé pour la médecine. Et ça, c'est très important pour notre conversation d'aujourd'hui parce qu'on va parler de la stockage puis partage des données sensibles. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de la gouvernance et la politique. Quelque chose de très important qu'on a reçu dans les livres blancs, c'était la relation entre les chercheurs et la communauté autochtone, les communautés autochtones. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. C'est sûr qu'avec les derniers budgets fédéraux, ça, c'est quelque chose qui c'est très important aussi pour garder la souveraineté des données et les co-développement de l'infrastructure si les communautés autochtones veulent l'utiliser.
Au niveau de stockage et partage des données, on a commencé à discuter ça hier, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la place idéale parce qu'on voit que les politiques et la pratique d'utilisation des données sensibles autour de les provinces, les municipalités, c'est très différent. Puis ça donne beaucoup de barrières à nos chercheurs pour avoir accès et utiliser données des autres provinces. En même temps, oui, la science ouverte. Ça, depuis la publication des la feuille de route pour la science ouverte du gouvernement fédéral en 2020, février 2020, on voit qu'il y a une meilleure adoption et valorisation de la science ouverte, mais les suggestions pour l'annonce, c'est de prendre vraiment les rôles actifs et pousser l'adoption plus générale. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour discuter aujourd'hui. Et quelque chose aussi important, c'est la collaboration avec le secteur privé. On regarde les programmes comme le CRSNG Alliance, où on promote la collaboration avec l'industrie. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder pour garantir la protection de la protection intellectuelle, pardon, la, les IP, désolé pour l'anglicisme, de nos chercheurs. Donc, avec ça, je pense qu'on peut commencer la discussion ici dans la salle principale. On a une belle trentaine de personnes. Je vais demander à... désolé, je vais juste arrêter. Je vais demander à mes collègues, les preneurs de notes, de partager le document Google dans les chats. Puis Sophie et moi, on va modérer la session d'aujourd'hui. Puis donc, Sophie, est-ce que tu veux commencer? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, comme vous le voyez maintenant, Karine vient de partager dans le chat le document que vous pouvez ouvrir. Ça résume un peu tout ce que Philippe vient de dire. Et il y aura aussi 4 questions pour nous guider dans la discussion aujourd'hui, ainsi que à la fin du document, il y a des notes ouvertes où vous êtes invités aussi à mettre vos questions, vos commentaires là-dedans. Ils vont être pris en considération. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat. Je vais regarder ça et puis m'assurer qu'on répond à vos questions. Et si jamais il y a des idées ou des commentaires qui vous reviennent plus tard, vous pouvez aussi nous envoyer tout ça par courriel. Donc, cette séance est enregistré encore par contre. Je sais que quand on avait les petites séances, on ne les enregistrait pas. Est-ce qu'on coupe pour... Si vous pouvez me faire signe si c'est correct. Oui, ok, parfait. Merci. Parfait. Donc, il y a juste quelques règles de base que j'aimerais dire. Donc, s'il vous plaît, juste faites preuve de respect, d'ouverture d'esprit. Soyez présents. Je vous invite tous à participer et puis faites attention de ne pas interrompre les collègues. Donc, je pense qu'on peut commencer. Est-ce je peux passer par-dessus les questions? Comme vous savez, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont le document ouvert devant eux. Je sais que la première question était justement quelque chose que Philippe disait qui était important qu'on discute, donc je pense qu'on peut se lancer avec celle-là tout de suite. Quelles actions le secteur de l'IRN dans son ensemble peut-il entreprendre pour établir des relations significatives avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres communautés autochtones? Donc, j'aimerais probablement beaucoup qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient se lancer avec un commentaire? On ouvre la place. Oui, c'est sûr que ça, c'est une question importante autour de chercheurs qui travaillaient avec la communauté autochtone. Je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui travaillent régulièrement avec cette communauté. Sinon, peut-être que ça serait meilleur de passer à la prochaine question. Ça dépend de l'équipe. Non, je ne pense pas. Sophie, peut-être qu'on peut passer à la prochaine question.
Oui, tout à fait. Si je pourrais juste ajouter, juste pour assurer la communauté, on va assurer avoir cette discussion-là, puis d'aller chercher ces chercheurs autochtones-là pour assurer qu'on a ces réponses-là. Parce que si c'est pas un thème de discussion aujourd'hui, on va pas juste passer par-dessus. Oui, c'est certain. Merci, Julie. C'est effectivement un sujet qui est important puis qu'on va s'assurer de pousser. On aurait pu juste ouvrir la discussion aujourd'hui s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire, mais c'est sûr qu'on va pousser plus loin. Donc, la deuxième question, à court terme, les politiques, pratiques et procédures de gouvernance des données peuvent-elles être réalignées pour faciliter plutôt qu'entraver la recherche en temps opportun? Comment? Et à plus long terme aussi, quelles sont les démarches à entreprendre sur le plan national pour faciliter une réforme législative ou réglementaire qui soutiendra la recherche tout en assurant la protection des données des participants ainsi que des données personnelles? Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on avait abordé un petit peu hier, donc il y en a peut-être qui aimeraient pouvoir en parler plus aujourd'hui. Oui, Philippe? Je peux me lancer là, en termes de politique. Je sais que ce qui a été mis de l'avant par les trois organismes, en ce qui a trait au principe FAIR, entre autres, qui demande éventuellement la réutilisation des données de recherche, ça entre en conflit avec d'autres politiques au niveau provincial au Québec, entre autres, où les données sensibles doivent être détruites au bout du projet de recherche. Donc, c'est complètement en opposition à ce qui nous est demandé en tant que chercheurs de réutiliser les données. Donc, on met beaucoup d'efforts. Dans certains projets, 90% des efforts, c'est constituer le jeu de données, nettoyer ces données-là. Et on nous demande, d'un point de vue législatif, de détruire ces données-là ensuite. Donc, il va falloir des mécanismes pour qu'on puisse réconcilier justement ces demandes-là législatives versus ce qu'on nous demande du côté scientifique avec les principes FAIR de garder ces données-là à long terme pour qu'elles puissent être réutilisées. Désolé, Philippe, c'est quelle la raison pour laquelle il faut le détruire? Pourquoi on ne peut pas les garder dans un milieu sécurisé? C'est vraiment, au Québec, c'est la Commission d'accès à l'information, qui est un peu l'équivalent du commissaire à la vie privée en Ontario, je crois, là, qui, quand elle accorde l'accès à certaines données, certains renseignements personnels, bien, ça vient avec une obligation de destruction de ces données-là. On peut faire des demandes de renouvellement pour poursuivre l'accès tous les 2 ans ou à tous les 5 ans, mais règle générale, il y a une destruction qui est prévue à la fin du projet de recherche. Est-ce que c'est possible de faire une anonymisation de ces données puis de les garder ou c'est vraiment... Bien, au Québec, les données, même anonymisées, les renseignements personnels, même anonymisés, demeurent des renseignements personnels au sens de la loi. Je ne sais pas s'ils ont été précurseurs en pensant qu'il pouvait y avoir des possibilités de réidentification des personnes, parce que c'est effectivement le cas. Là. En croisant plusieurs bases de données, on est capable de réidentifier les individus. C'est une possibilité mathématique. C'est la réalité présentement. Merci, Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ça autour du groupe? Ces réformes, en fait, je dirais qu'au Québec, ces réformes-là sont en cours aussi au niveau provincial, mais c'est l'armage entre les lois fédérales et les lois provinciales parfois qui cause problème. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Tania. Oui, merci. Moi, je pourrais ajouter du côté sciences humaines sociales et du travail qui est fait au niveau des publications, donc avec les revues autour de la plateforme Érudit. Moi, j'ai entendu présenter des collègues du CRSH autour de la politique de gestion des données. Et en faisant appel à la communauté des revues canadiennes de déposer leurs données de recherche avec les revues autour des articles.
Et j'étais un peu étonnée que le CRSH va là déjà parce que je sens que l'infrastructure en dessous, elle n'est pas là encore pour déposer ça. Les chercheurs ne savent pas comment faire ça, où le faire, les différences disciplinaires, etc. C'est pas connu. Et ça, c'est un côté, donc la connaissance, la littératie des chercheurs. Et l'autre, c'est aussi que les infrastructures ne sont pas là encore. Donc, le CRSH fait cet appel en disant que c'est en discussion avec vous, avec NOIRN, Portage, etc. Nous, comme infrastructure, service provider, on n'est pas encore là. On est pourtant financé par la FCI et le CRSH, mais il n'y a pas de conversation en ce moment. Donc, je pense qu'il y a un besoin de coordonner entre les politiques, ce qu'on dit et comment ça descend un peu vers la communauté de recherche pour travailler là-dessus. Donc, un grand besoin de coordination entre les politiques, les infrastructures et la compréhension dans la communauté de recherche et les délais dans lesquels on peut servir la communauté de recherche à ce niveau-là aussi. Merci, Tania. Oui, c'est sûr. Et nous, à la Nord, on a déjà commencé à parler avec Statistique Canada pour trouver quelques façons d'améliorer l'accès aux données fédérales. Ce n'est pas la même chose avec les données au niveau de la province, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut peut-être prendre la parole pour cette question. Maxime? Moi, en fait, c'est par rapport au commentaire de Philippe. C'est une question que peut-être Philippe peut répondre. Est-ce que la politique suit le chercheur, l'emplacement où est l'infrastructure, le propriétaire de l'infrastructure? Donc, est-ce que ça change quelque chose selon que, par exemple, l'infrastructure appartient à SFU ou à la Noiren au niveau fédéral ou à McGill au Québec, par exemple? Les accès sont octroyés aux chercheurs, l'accès aux données. Donc, ça suit le chercheur ou la chercheuse. Donc, ça veut dire potentiellement, ça impose des contraintes aux chercheurs sur quelles infrastructures il peut utiliser selon les politiques de cette infrastructure. Bien, ce qu'on demande, c'est que les données soient sécurisées. Les textes de loi ont été écrits à l'époque du papier, donc sécurisé à l'époque, ça voulait dire dans un cabinet sous clé. OK. Je comprends bien, tu télécharges les données d'une infrastructure sécurisée et après, tu gardes ces données dans ton cabinet ou robinet, je ne sais pas, pendant le projet, puis après, il faut les détruire. C'est ça? Oui, exact. Puis il y a beaucoup de données sensibles là, potentiellement personnelles. En fait, il faudrait aussi éclaircir du côté de Calcul Canada. Je sais que la politique était un peu vague dans le sens où il y a plein de gens qui font de la génomique, là, qui a des données génétiques là, qui se retrouvent sur les serveurs de Calcul Canada. Est-ce que ces gens-là prennent la peine d'avertir Calcul Canada à chaque fois qu'ils font ça? Je ne sais pas, mais c'est de la donnée extrêmement sensible qui est hébergée dans des infrastructures qui n'avaient pas été conçues pour ça à la base. Corrige-moi si je me trompe, Maxime, mais Je peux commenter que du point de vue politique d'utilisation, c'est inscrit dans les politiques de Calcul Canada que s'il y a des données sensibles comme ça, les utilisateurs doivent nous avertir. Je peux aussi dire par expérience que c'est assez rare que des chercheurs nous contactent par rapport à ce genre de politique-là. Peut-être, je crois que Jonathan est sur l'appel. Je ne sais pas si Jonathan a une autre expérience par rapport à ça, mais de ce que moi j'ai vu, c'est plutôt rare que les chercheurs nous contactent par rapport à ça. En fait, on laisse le chercheur prendre la décision de comment procéder, mais notre politique est même un peu plus forte que ce que Maxime a décrit. Elle dit que si les données sont jugées sensibles, elles ne devraient pas se trouver sur les systèmes de Calcul Canada. Et on dit que si on est dans une zone grise, bien, ils doivent nous avertir pour qu'on puisse discuter avec eux.
Et là, je suis d'accord avec Maxime. Moi, je n'ai pas eu connaissance qu'aucun chercheur nous ait contacté pour nous mentionner qu'il y avait des données de génomique. Pourtant, on en connaît des dizaines et des dizaines qui sont présentes. Donc, c'est une question qui est très, très pertinente. Pour le point que Maxime a soulevé aussi, la question à Philippe autour de la localisation des données versus le chercheur. Dans le passé, quand j'ai discuté avec des projets de recherche, avec la Commission d'accès à l'information, ils demandent toujours dans cette autorisation-là à quel endroit les données vont être stockées, quelles sont les mesures de sécurité, quel est le cadre. Donc, il y a un sous-entendu que l'autorisation est donnée dans un contexte d'infrastructure qui a été bien défini dès le départ. Donc, si on veut déplacer ces données-là à travers le pays, ce n'est pas clair pour moi que l'accès à l'information au Québec permettrait ce déplacement-là. C'est juste pas clair. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est une question qui n'a jamais été soulevée jusqu'à date à ma connaissance. Merci, Jonathan. Peut-être une question pour vous, pour tout le monde. Comment est-ce que vous regardez les rôles de la norme pour améliorer cette besoin? Ouais, c'est sûr que les changements législatifs et l'adaptation du cadre législatif à la nouvelle réalité des données va être essentielle. Donc, je pense que vous pouvez avoir, Andrio peut avoir un impact au niveau fédéral. Seulement, c'est souvent les lois provinciales qui s'appliquent quand on touche au domaine de la santé, par exemple, ou de l'éducation. Donc là, il va y avoir une loi fédérale, une charte canadienne du numérique, mais ce qui s'applique dans les faits, souvent, ce sont les lois provinciales. Merci. Puis pour les projets pilotes où on ne télécharge pas les données, c'est un processus plus fédératif où on arrive au serveur local puis on fait le calcul là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être peut commenter sur ça? Bien, ça, en fait, je pense que c'est l'avenir. En fait, on veut que les organisations gardent le contrôle sur les données, que les chercheurs amènent leur analyse à la donnée et non pas partent avec un jeu de données. Donc, je pense que pour les données sensibles, on va vouloir le plus possible garder ce contrôle-là et ne pas relarguer dans la nature des jeux de données qui peuvent se retrouver entre des mains malveillantes. C'est un peu l'objectif, je pense, et l'infrastructure devait être conçue justement pour que ce mécanisme-là puisse être possible. Donc, dans la mesure du possible, jamais avoir à distribuer les données, mais plutôt faire en sorte que les chercheurs viennent avec leurs analyses à la donnée. La donnée ne quitte jamais les infrastructures sécurisées. J'irais même plus loin que ça, en fait. On a mentionné un peu plus tôt que les infrastructures n'étaient pas conçues pour ce type de données-là. J'irais même plus loin en disant qu'ils ne sont pas conçus pour ce type de besoin que la communauté a aujourd'hui. Donc, le premier élément, c'est de faire évoluer à la fois les infrastructures, les services et les politiques associées pour mieux répondre à ces nouveaux besoins-là. Et souvent, les gens ont l'impression que ce sont des besoins émergents. Ce ne sont pas des besoins émergents. Quand on demande à la communauté, c'est une fraction assez importante des utilisateurs qui veulent cette transition-là. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir avoir lieu tôt ou tard. Donc, si je comprends... Oui, Maxime, allez. Au niveau de l'obligation de supprimer les données, corrige-moi si je me trompe, Jonathan, mais je crois qu'il y a nulle part dans les politiques de Calcul Canada, par exemple, on garantit que les données supprimées ne sont pas conservées dans un backup. On dit qu'on peut les supprimer, mais je ne pense pas qu'on garantit que si le chercheur supprime ces données, nous, on les supprime aussi. Et c'est pour ça que je mentionnais dans le contexte de ce que Philippe disait que je suis d'accord avec lui que les politiques sont vagues. Elles étaient vagues intentionnellement. Et si on veut prendre ce virage-là, ce genre de formulation-là que tu viens d'écrire doit être présent. Donc, quand un chercheur nous contacte, oui, on est capable de vérifier tous nos systèmes et émettre une attestation de destruction de données. Ça a déjà été fait, mais ce n'est pas le défaut. Donc, quand un chercheur supprime ses données, il n'y a pas une petite boîte où il peut dire attestez-moi que ça va être fait puis qu'il y a le travail à l'arrière qui va être automatisé. On n'a pas ça aujourd'hui. Nos systèmes n'ont pas été conçus autour de ces besoins-là. Parfait, merci. C'est une belle conversation. Est-ce que... Oh, Anne, pardon. Oui, bonjour. C'est vraiment intéressant. Je travaille à Ouranos. Donc, nous, on fait des simulations climatiques. En entrée et en sortie, on a des très gros volumes de données. Puis, on a commencé à développer une approche où on fait nos analyses, mais on n'a pas besoin de transférer les données.
elles peuvent être n'importe où. Puis je me demandais, au niveau de la santé, si vos données sont sensibles, est-ce que c'est possible pour vous de les avoir localement chez vous, mais de faire le travail à distance pour le traitement, puis générer vos sorties? Là. Le problème, c'est les sorties, mais si vos données d'entrée sont sensibles, est-ce que c'est possible pour vous d'utiliser ce type d'approche-là? Ça soulève certaines problématiques au niveau de la sécurité parce que les données vont quand même être transitées, elles vont vivre en mémoire sur le système. Donc, il faut quand même garantir une certaine confidentialité, intégrité et tout cela qui est déjà prévu dans le cadre de la loi. Donc, ça minimise l'impact des données dormantes sur le système. Donc, ça facilite cette problématique-là, mais il y a plein d'éléments technologiques qui demeurent problématiques dans l'infrastructure actuelle. Okay. J'ajouterais à ça aussi que les données, disons, sensibles à l'hôpital, par exemple, là, elles sont omniprésentes là, et c'est une mine d'or qu'il y a dans les hôpitaux. Mais la capacité de calcul, elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment de rapprocher la capacité de calcul et même si on amène l'analyse à la donnée à l'hôpital, il n'y a pas de capacité de calcul sur place. Non, mais c'est ça, justement, l'approche qui est utilisée en sciences du climat maintenant, au niveau du World Climate Research Program, c'est de développer des outils, mais l'analyse se fait sur le serveur, puis tu n'as pas besoin de copier les données. Donc, elles sont dans un endroit central. Les gens peuvent y accéder pour faire leurs analyses sur des supercalculateurs, mais puis même les résultats peuvent être sur le serveur où les données sont résidentes, puis tu transfères les résultats que tu veux localement chez toi. Fait que l'approche est utilisée de plus en plus parce que les données, nous, qu'on utilise, sont dans l'ordre des multiples pétabytes. Donc, on ne peut pas amener une copie, faire l'analyse, puis en plus générer des gros résultats. Fait que c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis nos outils sont plus axés. Mais votre capacité de calcul, elle est à côté du pétabyte. Donc, nous, ce n'est pas le cas. Non, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Je pourrais faire un commentaire sur ça parce que je crois que je comprends où Anne veut en venir. On a des groupes qui accèdent des jeux de données gigantesques qui ont besoin de faire du processing sur des petits segments de ça à la fois. Donc, ils ont besoin d'un bon accès réseau et non pas d'une infrastructure de capacité de calcul ou de stockage en colocalisation. Dans le milieu des systèmes hospitaliers, on a beaucoup discuté ça dans le passé. Parce que c'était une possibilité. Le problème, c'est que les hôpitaux en général, c'est pas toujours vrai, mais en général, n'ont pas une bonne connectivité réseau. Okay. Et lorsqu'ils ont une connectivité réseau raisonnable, ils n'y ont pas accès pour ces jeux de données-là. Et ça, c'est une des problématiques. Il y a eu beaucoup de discussions avec la FCI dans le passé pour pouvoir inclure des équipements de télécommunication pour connecter ces laboratoires-là dans les centres hospitaliers. Ce n'étaient pas des éléments éligibles à ces subventions de recherche-là. Okay. Donc, c'est un modèle qui n'était pas admissible ou accessible dans les centres hospitaliers. Merci. Je vois qu'on a plusieurs mains levées. On va passer assez rapidement. Peut-être après, on pourra voir aussi les autres questions. Donc, je vais juste laisser la parole à Florent. Oui, bien, juste pour compléter avec ce qu'Anne a mentionné, c'est un modèle, là, selon les groupes de recherche, si on prend par exemple le CERN avec le projet Atlas, dans lequel le Canada contribue beaucoup. Le projet a la chance d'avoir, entre autres, des spécialistes pour créer ce réseau-là international pour utiliser les calculateurs non seulement au Canada, aux États-Unis, mais partout dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup de déplacements de données, mais ça requiert de l'expertise et les bons outils en place. C'est un modèle qui est utilisé pour Atlas. C'est un modèle qui va être nécessaire pour le prochain projet, le Square Kilometer Array, dans lequel le Canada va également participer. Les données vont venir d'Australie et d'Afrique du Sud. Fait que il y a un déplacement de données qui est nécessaire. Mais d'autres modèles où est-ce que tu amènes le calcul au stockage peut être intéressant, mais ça revient également le côté réseautique. C'est le côté aussi où est-ce qu'il y a la plateforme nationale dans laquelle la plateforme est branchée à Canary à 100 gigabits. Quelqu'un a investi quand même pour créer une autoroute rapide pour permettre le déplacement de données de façon efficace vers les centres de calcul. Mais comme tu as mentionné, Anne, c'est aussi les données elles-mêmes ne se situent pas nécessairement à Calcul-Canada, mais ailleurs dans les centres de recherche. Et là où elle est produite, il faut s'assurer que le bout en bout, qu'on s'en occupe, qu'on s'en occupe pour la réseautique, mais également les services qui sont ajustés pour faciliter ce transfert de données massives-là. Et c'est là peut-être que Indrio
comme Jonathan dit, l'AFC n'a jamais financé ce côté-là, juste le côté Calcul Canada. Mais je pense qu'il va falloir regarder le bout en bout, éventuellement, pour permettre justement ce déplacement de données-là. Merci pour cette intervention. Je vais peut-être laisser la parole à Michel qui avait la main levée aussi avant qu'on passe à la prochaine question. Oui, bon, j'ai peut-être 3 points, puis vous me direz, voir si sont appropriés à ce moment-ci. On a discuté beaucoup de protection de données, mais il y a l'aspect aussi gouvernance. Et aujourd'hui, je me demande voir si on parle de quel genre de gouvernance. Est-ce qu'on parle de gouvernance de données ou gouvernance de l'institution qui va être mise en place en général. Si c'est la question de la gouvernance de l'institution en place, moi, j'ai un petit souci. On est en train de créer une très, très grande structure avant qui était divisée en différents secteurs. Maintenant, on met tout ça ensemble. Et comme toute grande structure, j'ai un petit peu peur qu'elle s'éloigne des usagers. Et j'aimerais savoir s'il y a prévu dans la structure de gouvernance du NOIRN un comité d'usagers qui pourrait rappeler le système administratif que c'est les besoins des usagers qui doivent être primordiaux et non pas les besoins des administrations. Et donc, je me voudrais savoir si c'est vu de pouvoir mettre ce comité d'usagers-là quelque part, puis comment la gouvernance va s'assurer de pouvoir bien toujours répondre aux chercheurs qui font la recherche. Ça, c'est un point. Au point de la politique, on a toujours une petite question, c'est au sujet des données que nos étudiants génèrent et nos étudiants graduent, diplôment, et donc ils s'en vont et à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec ces données-là, ou si on peut les accéder et tout ça. Donc, il faudrait quand même considérer que cette politique-là de à qui appartiennent les données que nos étudiants ont générées après qu'ils ont quitté le système universitaire. Puis la dernière chose, c'est que je vois maintenant que toute l'institution va gérer autant les infrastructures brutes de calcul, comme Compute Canada fournissait, mais en même temps aussi tout ce qui est les aspects d'interaction avec les données et tout ça. Et à un moment donné, il va falloir que quelqu'un prenne une décision où mettre l'argent, l'effort, et qui va prendre cette décision-là. Donc, c'est une question de gouvernance, moi aussi, qui m'inquiète. Qui va décider, bien, on va mettre l'argent pour un meilleur accès aux données des hôpitaux ou on met plus d'argent sur l'infrastructure de calcul? Et qui va prendre cette décision-là? Très bonne question, Michel. Je pense que, je ne sais pas si Julie, est-ce que tu veux peut-être commenter quelque chose? Non? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et aujourd'hui, c'est la première étape. C'est vraiment, on veut commencer la discussion avec vous. Puis tes commentaires sont tellement bons qu'on va prendre note, puis on a continué. Je sais que Philippe, pardon Philippe, mais les membres du comité des chercheurs de la norme, puis je ne sais pas si tu peux peut-être partager ton opinion. Le rôle du Conseil des chercheurs, c'est vraiment de recueillir les besoins des chercheurs et de transmettre ça au management, au leadership d'Endrio. Donc, je pense que c'est notre rôle là, de nous aller vers les chercheurs, mais que les chercheurs viennent vers nous aussi pour exprimer leurs besoins et nous, on traduit ça auprès de la direction d'Endrio. C'est sûr qu'on n'a pas le mécanisme en place pour faire cette communication, mais on va l'avoir. Oui, c'est ça. Mais reste que qui prend la décision? Je veux dire, c'est le comité de chercheurs, si c'est un véhicule d'information, reste qu'à la fin, qui prend les décisions de où on investit l'argent et où on investit les efforts? C'est le board, normalement. Bon, mais le board, c'est quoi les intérêts du board? C'est avec qui? C'est mon souci. Oui, mais en fait, la board est guidée par le comité des chercheurs. Donc, on travaille vraiment ensemble, mais je comprends tes opinions. Mais merci, Michel. On peut parler aussi après aujourd'hui. Sophie, est-ce que tu veux passer à la prochaine question? Oui, bien sûr.
Donc, si on passe à la prochaine question, quels sont les points épineux dans les collaborations entre les secteurs publics et privés? Il y a plein de monde qui joue dans le texte, fait que j'arrive pas à voir le reste de la question, je suis désolée. Mais oui, donc les collaborations entre les secteurs publics et privés pour l'utilisation de l'IRN. Est-ce qu'il y en aurait qui... Oui, Maxime. Peut-être pas tant au niveau collaboration, mais présentement, c'est extrêmement flou les services offerts au milieu privé. Donc, il n'y a pas de modèle de facturation, il n'y a pas de mécanisme de facturation, de gestion de client à Calcul Canada. Il y en a, il y a certaines entreprises qui utilisent nos ressources, mais c'est fait ad hoc, on the side, avec la facturation par différentes régions. Donc, il n'y a pas de modèle intégré là, pour ça. Donc, si c'est quelque chose que la Noirem veut faire, ce serait un modèle à développer. Hein. Merci, Maxime. Je peux aussi mentionner un élément qu'on a vu de façon récurrente, c'est les besoins de sécurité. Dans la communauté de recherche, la réponse était toujours de dire on ne répond pas à vos besoins, trouvez une autre infrastructure. Du domaine privé, souvent les gens n'acceptent pas cette réponse-là, donc ils demandent, ils ont des requis de sécurité très bien établis et souvent nos processus et nos politiques et notre gouvernance n'est pas agile pour répondre à ces besoins-là. Donc, si c'est un besoin de la nouvelle organisation, il va falloir trouver une façon de répondre à ce contexte-là. Et je pense que c'est le même contexte qui existe pour la recherche avec les données plus sensibles de façon générale. D'accord, merci. Je vois que Michel avait la main levée aussi. Oui, je vois deux cas des relations publiques-privées. Il y a la relation où ce que le privé, une compagnie, désire utiliser des ressources. Peut-être que c'est moins pertinent à ça, puisque l'accès à des informations cloud comme Amazon et tout ça devient disponible, et donc c'est moins pertinent. Et cependant, il y a un autre aspect où les chercheurs sont impliqués. On nous demande de plus en plus de faire des demandes de subventions de recherche en collaboration avec des compagnies. Et donc, il existe plein de programmes comme ça et on nous encourage à les faire. Et donc, on s'engage souvent avec une compagnie à ne pas divulguer nos résultats et travailler avec ça. Mais en même temps, la contribution du chercheur est souvent de dire, je vais vous faire des calculs sur Calcul Canada. Et donc, de façon indirecte, la compagnie a accès à une infrastructure de recherche qui est disponible à travers les infrastructures, puis elle ne paye pas pour ça. Ou elle paye très peu, finalement, pour ça. Et ça, c'est... Et souvent, on voit des demandes de subvention, puis les gens s'attendent à dire, bien, je vais avoir 1000 processeurs grâce à Calcul Canada et je vais pouvoir faire la recherche qui est besoin pour la compagnie. C'est comme ça. Donc, mais on n'a pas le choix. On nous demande de faire ce type de relation-là avec les compagnies. Donc, on doit nous donner... si on mettrait des bâtons dans les roues, ben là, on aurait accès à moins souvent à ces subventions-là. Mais il y a cette question-là de la relation avec le privé qui n'est peut-être pas tout à fait bien divisée, je pense. Est-ce qu'on vous demande si vous avez une collaboration avec l'industrie quand vous soumettrez une application pour le calcul? On nous demande les subventions que nous avons. Non, au Calcul Canada, par exemple, est-ce que vous demandez si dans un formulaire, travaillez-vous avec une industrie ou non? Oui. Puis le prix ne change pas? Non. OK. Ben, il n'y a jamais eu de prix. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Benoît. Oui, bonjour. Sur ce point-là, je pense que c'est quand même important pour la nation, pour la province et le Canada, de favoriser quand même que les PME ou les entreprises émergentes, surtout en intelligence artificielle, puissent avoir un certain accès à des calculateurs GPU, par exemple,
Parce que, bon, on ne parle pas de grosses compagnies comme Google, là, ils ont leurs propres infrastructures, mais on parle de petites compagnies qui sont en démarrage. Puis je trouve que c'est important au niveau national là, de permettre un certain accès via des collaborations avec les chercheurs. Merci, Benoît. Il y a quelqu'un d'autre pour ce point-là? Merci. Et il nous reste 15 minutes, donc peut-être qu'on peut aller à la dernière question, Sophie. Oui, tout de suite. Quels modèles permettent de soutenir et d'encourager les chercheurs et les chercheuses à respecter les mandats de recherche ouvertes établis par les éditeurs et les bailleurs de fonds? Donc, on ouvre la discussion. Et je vais en profiter aussi pour vous rappeler que vous pouvez toujours commenter, en poser vos questions dans le document directement ou dans le chat si c'est quelque chose que vous préférez. Michel? Oui, j'essaie de comprendre, de situer la question. Ici, mettons les bailleurs de fonds, on peut penser aux organismes subventionnels, CRSNG, tous ces organismes-là. Est-ce que c'est ça que vous entendez? Oui. C'est ça. Et je pense qu'on en a un peu discuté. Les organismes subventionnels nous demandent de publier nos résultats de façon ouverte après 1 an, typiquement. Je sais que la plupart des institutions ont mis en place des répertoires pour lesquels on peut afficher nos articles. Donc, cet aspect-là semble être couvert par nos institutions. L'autre aspect, c'est l'accès aux données qui a donné lieu à ces résultats-là. Et ça, il faut souvent peut-être emmagasiner quelque part, les rendre accessibles. Ça va venir. Mais on a aussi un peu discuté de ces aspects-là. Oui, je pense que c'est plus autour de l'adoption plus grand au niveau des chercheurs de l'open science, parce qu'on regarde toujours qu'il y a une faible adoption du open science, open principles. Mais je ne sais pas, Philippe, tu as ta main. Oui, bien, en lien avec ça, je pense que va falloir éventuellement forcer les chercheurs à faire les choses correctement pour, bon, ils le font déjà probablement pour les research outputs, là, pour les publications, mais pour la gestion des données de recherche, là, les principes FAIR ont été adoptés par les 3 organismes. Maintenant, comment on fait en sorte que ça se traduit par des actions concrètes sur le terrain? Il faudra que ça soit lié au financement. Donc, il faudra qu'il y ait, de la même façon qu'il y a une partie équité, diversité, inclusion dans les demandes de subvention, bien, il devra y avoir une section gestion des données de recherche. Et là, les gens qui auront fait leur devoir vont se démarquer de ceux qui n'auront pas compris l'importance de ça. Il va falloir vraiment en venir à un modèle où ça sera évalué au même titre que la science, dans le sens où on a beau faire la meilleure science, si nos données sont gérées toutes croches et que ce n'est pas pérenne, ben, on ne mérite peut-être pas le financement. Donc, il faudra forcer à travers le financement, je pense. Merci. On a Bruno puis Tania. Je pense peut-être pour rebondir là, sur ce que vient de dire Philippe, puis même pousser un peu plus loin. Dans certaines communautés, notamment en ingénierie, les données n'ont pas toujours beaucoup de valeur, mais c'est plutôt la méthode de production des données qui a beaucoup de valeur. Fait que je pense qu'il faut aussi étendre ça en mettant des mécanismes en place qui encouragent la distribution puis l'open sourcing des logiciels qui servent à produire ces données-là, en fait, d'ingénierie. Puis ça, je pense que ça va prendre en quelque sorte une forme de support, parce que dans le sens que prendre un logiciel de recherche puis l'amener à un niveau où il est stable, il est open sourcé puis il est maintenable, ça prend de l'éducation, ça prend des ressources, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Puis ça, s'il n'y a pas de mécanisme qui transmet cette énergie-là, cet argent-là, ce temps-là aux chercheurs, bien, c'est sûr que ça ne va pas devenir une priorité. Donc, je pense qu'il faut que ça soit déjà bake-in dès le départ, en fait, là, pour que ça ait un impact durable. Oui, tout à fait. Merci, Bruno. On a une autre personne. Oh, Tania, oui. Oui, merci. En fait, je voulais juste mentionner comment la question est posée là, dans votre document, les questions d'ouverture ou de recherche ouverte
établis par les éditeurs, ça me pose un petit problème parce que dans la communication savante, c'est les grands éditeurs commerciaux qui posent les problèmes. Donc, on travaille très, très fort avec des fonds publics pour contrer les problèmes causés par le système des grands éditeurs. Donc, il faut faire très attention ici comment on dit les choses et quelle position on prend. Donc, on utilise beaucoup de fonds publics pour créer des choses plus ouvertes, de l'open source, des logiciels ouverts, des données ouvertes, etc. Donc, c'est à nous comme communauté, à vous, ceux qui ont les budgets, d'organiser la dépense d'argent public pour mieux nous équiper donc dans cette question-là de répondre à la science ouverte. Donc, c'est pas, il faudrait juste voir la formulation de cette question-là, elle est un peu bizarre. Oui, pour ne pas payer 9 000 $ pour publier sur Nature ou quelque chose. Michel, oui, et aussi pour désolé. avoir de l'infrastructure disponible au Canada pour déposer les données chez nous et non pas chez un éditeur privé, c'est très, très important. Donc, c'est à nous de créer cette infrastructure-là qui nous permet de garder cela sous notre contrôle par la communauté, des infrastructures menées par la communauté au lieu d'être menées par des éditeurs privés. Excellent, merci Daniel. Michel. Peut-être, je vais rebondir un peu sur l'aspect où le logiciel qui est utilisé pour générer les données est aussi important que les données mêmes. Souvent, on va utiliser des répertoires comme GitLab, GitHub pour mettre les étudiants vont faire ça, ils vont mettre leur code là-dessus qui devient maintenant accessible. Cependant, ces serveurs-là ne résident pas au Canada et on n'est pas maître de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces serveurs-là éventuellement. Et c'est peut-être qu'il faut se demander, voir est-ce que c'est un service que la plateforme ici devrait fournir, un répertoire ouvert basé sur des technologies existantes ou est-ce qu'on pourrait emmagasiner ces données-là. Alors, ça, c'est une chose. Merci, Michel. Je pense que je voulais juste peut-être faire un retour sur ce qui a été dit dans le chat parce qu'il y a une discussion intéressante qui est en train de se produire. On a comme 2 minutes, même pas. Donc, Maxime, je ne sais pas si tu veux peut-être élaborer un peu là-dessus. Oui, ben donc c'est pour revenir sur la question d'aider les entreprises. Présentement, l'infrastructure matérielle est vraiment organisée pour servir les besoins de la recherche. Puis, bon, ça rend difficile la facturation. C'est pas nécessairement les mêmes concepts groupe de recherche versus entreprise. Donc, c'est organisé d'une façon qui rend les choses difficiles pour que les entreprises utilisent les infrastructures. Par contre, l'expertise humaine de Calcul Canada, donc les analystes, les administrateurs système peuvent faire de la consultation aux entreprises. Et là, on facture à l'heure. Donc, c'est un modèle qui est plus simple pour aider les entreprises et on peut les aider sur les clouds commerciaux, par exemple. Donc, à ce moment-là, eux gèrent l'accès à la ressource et ont un accès, ils payent l'accès à la ressource sur les clouds commerciaux. On n'a pas à supporter le modèle de facturation, mais on peut quand même aider les entreprises d'un point de vue expertise. Donc, que ce soit les aider à s'installer sur les clouds commerciaux, à développer du code optimal. Donc, ça, c'est une avenue à développer, je pense. Merci, c'est très intéressant. Puis je pense d'ailleurs qu'on en reparlera dans une des thématiques des prochaines assemblées quand on parle de soutien ou de personnel et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut revisiter. Felipe, je pense que tu avais quelque chose à dire. Non, je pense qu'on peut... je ne sais pas s'il y a des autres questions dans le groupe avant qu'on finisse, avant que je donne la parole à Julie. Parfait. Bon, merci. Je vais juste partager mon écran rapidement. Merci beaucoup pour la bonne discussion. Moi, je suis nouvellement à l'organisation, donc c'est fascinant de voir toutes les questions qui se soulèvent. Puis merci beaucoup de votre engagement puis votre rétroaction ce matin. C'est fort apprécié. Avant de conclure notre assemblée, nous souhaitons vous présenter les prochaines étapes pour cette rétroaction et pour le processus dans son ensemble. Donc, après avoir terminé la phase de validation,
nous compilerons toutes les conclusions de notre rapport sur l'évaluation des besoins qui va être publié à la fin de l'été 2021. Puis toute cette information éclairera notre plan stratégique ainsi que notre modèle national de prestation de services. Puis on va vous tenir au courant à chaque étape, puis dans les mois à venir. Aujourd'hui, ça va être enregistré puis mettre sur notre site web, donc c'est accessible à tout le monde. Puis on va aussi avoir un sondage post-activité que vous pouvez donner votre feedback. Juste avant de partir, par contre, on aimerait ça mettre un petit sondage pour la question de la langue parce qu'on a eu de la rétroaction disant qu'on préfère des sessions unilingues, mais il y a quand même des gens qui ont demandé des sessions bilingues. Donc, je pense que Hayley va monter un petit sondage. Si on pourrait juste avoir votre point de vue avant de partir, ce serait grandement apprécié. Et comme d'habitude, si vous avez le moins de questions ou d'observations, communiquez-nous avec nous à tout moment. Notre courriel principal, c'est research@engagedri.ca. Donc, merci beaucoup. Merci à l'équipe Andrio pour leur organisation aujourd'hui, à Philippe de nous avoir guidés dans tout ce processus-là. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est quand même à peu près moitié-moitié dans les opinions pour les questions de langue. Donc, ça, vous n'avez pas aidé notre processus. J'espérais avoir une réponse plus claire. En tout cas, on va continuer la discussion, puis peut-être on va aller entre les deux modèles aussi. C'est certain que c'est pas facile de trouver une modèle pour tout le monde. Donc, merci beaucoup de votre feedback, puis merci beaucoup de votre participation. Oui, Maxime, ça dépend ce qu'on veut dire par bilingue. En tout cas, on peut rentrer dans tout un débat, on peut avoir une session juste sur cette question-là, donc je ne sais pas si on devrait rentrer là-dedans. Exact, oui, je pense qu'Anne l'a bien dit souvent, ça, même si c'est traduit, puis même si c'est bilingue, souvent ça tourne beaucoup vers l'anglais. En tout cas, on va faire peut-être des petits focus groups pour avoir votre feedback puis essayer de comprendre comment on peut mieux gérer ça pour être dans un modèle qui vous convient le plus. Puis peut-être ça va dire d'adapter puis de changer puis de faire des essais de différents formats aussi. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de votre participation. On a hâte à vous voir pendant les sessions pour le reste de la semaine aussi. Donc, merci bien et bonne fin de journée. Merci. Merci.